Owona. Tout le monde a regardé les images. Je le disais tout à l'heure, depuis un certain temps, c'est plutôt le président directeur général du groupe L'Anecdote, M. Amourou Belinga, qui est présenté comme étant un démon, comme étant un méchant. De quoi s'agit-il en réalité? Non, vous savez, tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde a vu cette interpellation de M. Obama, par ailleurs un ancien collègue, sur ce même plateau. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des chefs d'accusation et des plaintes qui ont été déposées contre cet ancien collègue-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en même temps aussi, tout le monde sait, tout le monde a vu cette espèce de levée de bouclier qu'on a pu observer sur les réseaux sociaux, levée de bouclier dans laquelle M. Amourou Belinga, le diable personnifié qui aujourd'hui s'en prend à un innocent. Non, en réalité, parfait ici, ce qu'il faut dire, c'est que par quelques bouts qu'on veuille bien prendre l'affaire Ernest Obama. Par quelques bouts qu'on veuille bien prendre l'affaire Ernest Obama. Lorsqu'on connaît le fond de la vérité, on conclut en un mot. Il s'agit de ce qu'on appelle un parricide. Il s'agit d'un parricide. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans l'histoire de César et Brutus. Owona, moi je suis tel, je suis là dans la cour, je veux savoir de quoi est mort. Lorsque je vois des cheveux noirs couchés dans un cercueil, j'aimerais bien que tu me dises aujourd'hui, est-ce que c'est la mort qui allait provoquer l'enfant? Est-ce que c'est l'enfant qui allait provoquer la mort? C'est une parole qui est très profonde. Qui a provoqué l'autre? Qui a cherché la mort? Est-ce que l'enfant est allé vers la mort et dire à la mort que, pardon, prends-moi, je veux dire partir, je veux dire aller retrouver Dieu? Ou alors, c'est la mort qui s'est levée et la mort est venue vers l'enfant. Il vaut mieux que la mort vienne vers l'enfant, mais il vaut mieux que l'enfant n'aille pas vers
Lorsqu'on vous amène à plus l'infini, on commence à vous donner ce qu'on appelle les honneurs. Parce que là, on vous a déjà donné l'avoir de 0 à plus l'infini, vous avez déjà l'avoir. Après l'avoir, on vous donne les honneurs. Vous allez un peu partout, vous avez... on vous permet d'aborer des médailles, on vous met... On vous met en contact avec des chefs d'État, on vous amène un peu partout, vous dînez à la même assiette que moi. N'est-il pas temps de faire un distinguo entre le journaliste, sa fonction, son métier et maintenant les actes qu'il a eu à poser? Non, il est question de faire le distinguo. Je pense que sur le plan j'ai fait la ligne éditoriale, on n'a pas évoqué cette question ici. Et à l'époque, il y a un passé bien récent, il y a eu des problèmes éditoriaux. Ils ont été réglés dans les règles de l'art. C'est-à-dire que quand vous commettez une erreur éditoriale, on prend des mesures qui vont avec. Et je pense que en son temps, ces mesures avaient été prises quand s'était rendu compte de ce que Ernest Obama avait posé, c'était mal comporté sur le plan éditorial. Donc aujourd'hui, les griefs qui sont portés contre lui ne concernent pas la pratique du métier. Nous ne sommes là ni dans la déontologie, ni dans l'éthique journalistique. Nous sommes là dans des relations humaines. C'est des personnes qui non seulement viennent là pour vouloir récupérer cette affaire pour leur compte, mais c'est des personnes qui en réalité n'aiment même pas M. Obama. Parce qu'ils viennent forcer le PDG à aller encore plus loin et taper plus fort. Parce qu'en réalité, les choses d'accusation sont suffisamment graves pour que le PDG à un moment donné ne pense même pas à un éventuel recul. J'ai regardé avec une attention soutenue. Et là, je me suis rendu compte que quelquefois, nous regardons les émissions à la télé sans les écouter. J'ai réécouté le PDG dans une émission, une interview faite par M. Obama sur cette même chaîne où il a parlé de 4 maîtres mots. Il a parlé de la compétence, il a parlé de la confiance, il a parlé de la loyauté, il a parlé de la fidélité. Voilà pour lui les mots-clés qui caractérisent la relation humaine. Et quand il a évoqué ces mots-clés dans cette émission, il a naturellement dit que si pour lui un collaborateur est compétent et qu'il réunit les 3 autres mots, c'est le meilleur collaborateur. Mais il a dit en revanche qu'il préfère avoir un collaborateur incompétent, mais loyal. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire en réalité que quand tu es avec lui, et d'ailleurs, je reviens encore quelques 2-3 ans plus tôt, le PDG, il a toujours eu à nous tenir les discours sur la fidélité, sur la loyauté, mais surtout sur la confiance. Il aime souvent le dire, et il nous le rappelle tout le temps.
il disait que les traîtres, on les traite comme des cafards. Et c'était pour dire qu'en réalité, à nous tous, qui sommes ses employés, qu'il faut que nous fassions attention. Il sait exactement comment il doit faire. Il sait comment gérer ça. Vous ne me dites pas que quelqu'un qui a bâti un empire comme celui-ci a besoin de conseils. Où étaient ces gens pour donner des conseils quand il était à ses débuts? Où étaient-ils? Non, je pense parfois ici que cette affaire est une affaire sérieuse. De plaider justement le courroux légitime du PDG qui est dans son droit de s'énerver, d'être fâché contre un collaborateur et de prendre toutes les mesures qu'il peut prendre pour que cette situation soit réparée d'une manière ou d'une autre. Très bien. Donc nous allons rester parfois ici dans cette façon de voir les choses sans toutefois verser dans l'amalgame, dans la récupération politique et politicienne. Parce que j'ai vu des gens sortir, non pas pour soutenir Obama, mais en réalité, parfois c'était pour... Activistes sur la toile, Boris Berthold, Patrice Nouma, qui apportent leur soutien à Ernest Obama. Alors, il s'agit de quoi? C'est un soutien en réalité mérité, ou alors nous sommes là sur le terrain de la récupération politique? Parfait. Je ne pense même pas qu'on soit dans une logique de récupération. En fait, je crois que les gens sont en train de porter un coup fatal à Ernest. Je crois extrêmement triste et je crois qu'il faut en avoir la pleine mesure. Nous parfait, nous sommes des cadets sociaux. Tous autant que nous sommes ici. À qui je rends toujours hommage, on doit ma gloire, à qui je rends toujours hommage, le recteur de l'Université de Douala, mon grand frère, le professeur Henri Ngouatabi, qui m'ont tendu la main au moment où j'étais désespéré. Le PDG que j'ai rencontré comme ça de façon fortuite, que je ne connaissais pas, qui a dit voici un cadet qui a quelques atouts qui peuvent m'être utiles. Malgré nos limites, ce sont les aînés qui nous fabriquent.
nous ne sommes pas les self-made man. Et quand tu te mets à l'idée que tu es un self-made man, tu es perdu, tu es égaré. Et il faut toujours avoir le réflexe de te regarder, derrière toi et de reconnaître le bien que les gens t'ont fait. Beaucoup de gens n'ont pas notre opportunité. Nous parlons à la télé, on a de beaux costumes, des gens s'assurent que nous soyons nickel, on ne manque pas de rien. Nous sommes des privilégiés de cette nation. Et je dis toujours, je suis un privilégié parce que j'ai rencontré des aînés qui m'ont tendu la main. Dès que je l'ai dit, je voudrais dire que cette situation que nous vivons, qui chagrine, qui peine tout le monde, n'est pas une affaire de droit. Si vous voulez venir avec les affaires de droit, vous aggravez la situation. Ce n'est pas une affaire de droit. Parce que d'un père qui a été offensé gravement par son fils et qui se sent trahi. Beaucoup d'amis puissants et beaucoup d'ennemis puissants. Parce que l'homme qui l'a fabriqué lui a permis qu'il arrive à un niveau social où il avait une forte capacité de mobilisation des éléments symboliques de puissance. Parce que le PDG l'amenait partout, parce que le PDG permettait qu'il rencontre ses amis, il a eu un carnet d'adresses important, une capacité d'influence qui a fait que dans l'espace public aujourd'hui, c'était quelqu'un qui, lorsqu'il parlait, ça valait son pesant d'or, de façon positive comme négative. Et il s'est fait donc beaucoup d'ennemis et beaucoup d'amis. De l'autre côté, on a un capitaine d'industrie, d'une puissance économique incommensurable, qui est aujourd'hui à la tête d'un empire important et qui n'a pas que des amis, qui n'a que des ennemis. Parce que quand on atteint un tel niveau de puissance, on a peur à la fois de son cuisinier, de son chauffeur, de son garde du corps, de tout le monde qui est autour, parce que tout le monde veut détruire l'empire. Qu'on nous mette aujourd'hui en Israël, aux États-Unis, en Angleterre, en France, tous les capitaines d'industrie sont des gens qui ont énormément d'ennemis. Parce qu'on aime souvent dire que tout homme qui fait quelque chose contre lui, ceux qui veulent faire la même chose, mais qui n'en peuvent pas. Ceux qui n'en peuvent pas, ceux qui font le contraire, et ceux qui font, et ceux des bêtes qui sont là pour autant que possible t'arracher même la simple tunique que tu portes. Tout prend une importance extrêmement importante. Quand vous suivez les différentes personnes qu'on essaie de lier à l'affaire, ceux qui avaient été sollicités entre guillemets pour faire soit une postface, soit une préface, les noms qu'on cite, ce n'est pas les noms de vous et moi, c'est des noms des gens d'une puissance dans l'espace public, parce qu'ils sont des hautes autorités politiques, des hautes autorités administratives, des chefs d'État et tout ça. Quand vous regardez donc cette confluence qui s'est constituée par rapport à l'affaire, c'est une affaire extrêmement compliquée dans la a dit non, la liberté de la presse, il n'y a pas de délit de presse ici. Ce n'est pas un délit de presse, c'est une affaire administrative et même c'est une affaire entre un père et une fille dans une relation de confiance.
La forte partie de cette affaire n'a rien à voir avec le fonctionnement quotidien des institutions de l'Empire qui est constitué. Ça n'a rien à voir avec l'exercice de la profession de journaliste. C'est une affaire qui concerne un père et son fils. Et en réalité, les missions de bons offices, les différents... Moi, j'ai beaucoup apprécié le propos qui a été tenu par le grand frère professeur Éric Mathias Ounangini sur sa page Facebook pour dire que, en réalité, ce n'est pas une affaire de droit. Tout ce qui évoque les questions de droit, les questions de journalisme et tout ça sont en train aujourd'hui d'aggraver la situation. Au PDG, c'est aggraver la situation d'Ernest aujourd'hui. Il faut plutôt prier que son courroux qui est légitime soit apaisé et que je suis sûr d'une chose. Même si, quel que soit le mal que Ernest a fait à Jean-Pierre Mogo-Belinga, à Sa Majesté, il ne peut pas être content de savoir que Ernest Obama est mort. Obama a eu un coup dans la vie, il ne peut pas être content de ça. Et donc les gens qui le connaissent un peu, moi je suis un collaborateur extérieur, éloigné vraiment... Je ne peux pas dire que je le connais, mais le peu que je connais de l'homme, le peu qui m'a été donné de connaître, c'est un homme extrêmement bon. Et je crois que si les gens avaient plutôt vu les choses comme ça, pour faire des missions de bon de fils, pour dire papa, laisse, c'est ton fils, on ne serait pas dans la situation aujourd'hui. Ceux qui veulent récupérer aggravent la situation qui est déjà assez pénible pour tout le monde. Les récupérateurs semblent plutôt aggraver la situation selon Ricard. Martial, on a beaucoup parlé de trahison tout à l'heure. On parle de la préface du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Maintenant, africain, on n'a pas besoin de vous faire un dessin pour cela. Alors, lorsque vous avez un collaborateur qui va plutôt soutenir l'adversaire politique de votre ami, comment on peut appeler cela? Nous ne sommes pas là en pleine trahison? J'ai parlé de parricide tout à l'heure, peut-être vous n'avez pas peut-être compris ce que j'ai dit. Je vous dis que nous sommes là dans un parricide et je rappelle que les préfaces que la préface